Bonsoir, nous recevons pour ce lundi soir Marc Fortier, auteur de Devenir fasciste, ma thérapie de conversion, aux éditions Luxe. Et Marc, tu es éditeur aux éditions Luxe, tu es aussi auteur d'un précédent essai, entre autres, Mélancolie identitaire, que tu as consacré à la figure de Mathieu Bock-Côté, et donc aux thématiques déjà de la droite, des extrêmes droites, enfin aux thématiques qui se partagent entre ces diverses droites sur lesquelles on va revenir. Ce que je crois que tu appelais le conservatisme de combat. Et donc, ce livre, dont cette fois-ci, qui est tout un programme, dont le titre semble annoncer un programme, alors on va un petit peu le divulgacher s'il échoue, puis on peut dire qu'il ne met pas forcément non plus un immense sérieux dans cette thérapie, mais c'est l'occasion de définir un petit peu ce qui se passe, ce moment, et je crois qu'on a toute une littérature actuellement qui essaye un petit peu d'embrasser ça et de prendre avec divers faisceaux ce présent et ce moment où le sens de l'histoire semble clairement quand même aller dans une direction bien visible, qui pour autant est pas facile à complètement saisir et je crois que voilà, c'est ce que tu nous proposes. Alors, le titre, il n'est pas non plus anodin au sens où il donne le ton, et on y reviendra peut-être sur ce choix que tu as fait d'embrasser un peu un point de vue ironique qui va jouer avec une certaine position aussi, même si c'est pas quelque chose que tu saisis, auquel tu t'emploies. C'est pas non plus, alors moi ce que j'avais pu croire aussi au départ, peut-être une plongée dans la psyché du devenir fasciste, on y reviendra peut-être, mais je l'ai notamment vu, je crois, dans cet essai de saisie, moi, comme ça m'a fait penser à ces dessins, ces petits numéros où on essaie en assemblant, enfin en traçant des traits entre les petits numéros, de voir un peu quelle figure surgit, quelle est la figure du monstre actuel, et c'est bien utile, effectivement, à cet égard, de voir un petit peu surgir tout ça. Mais bon, puisque je vais essayer de le définir un petit peu, peut-être tu peux nous expliquer pour commencer quelle était ton intention avec ce livre et avec cette position qu'annonce son titre, au début. Mon intention, c'était peut-être, c'est une bonne question, d'exorciser, pour moi, disons, personnellement, cette espèce de peur que j'ai eue, cette frousse que j'ai eue au printemps 2024, quand les législatives ont été déclenchées en France par Macron et que Le Pen, comme le Rassemblement national, a poursuivi son ascension, et qu'au même moment aux États-Unis, il m'apparaissait assez clair que Trump allait remporter les élections au mois de novembre, que les démocrates étaient absolument impuissants, incontinents, c'est pas une bonne expression, mais prenaient pas du tout au sérieux la montée de l'extrême droite américaine. La candidature de Joe Biden était encore maintenue à ce moment-là. Et donc, j'ai eu un désir de comprendre cette accélération politique-là qui mène les démocraties libérales vers l'autoritarisme, et aussi le sentiment que c'est pas juste les démocraties libérales, il y a comme une sorte, des fois on appelle ça l'international réactionnaire. Vous savez, il y a une forme de nationalisme autoritaire qui se manifeste un peu partout, en Inde, en Turquie, en Russie, en Argentine, au Brésil. Donc, il y avait une volonté d'un peu saisir l'esprit du temps, ça c'est pour moi. Après, j'ai choisi la forme de l'ironie spontanément pour plusieurs raisons. L'idée de la conversion m'apparaissait pas sympathique, mais éclairante. Évidemment, c'est vrai que le titre peut être un peu trompeur, puis parce que pas juste parce que je me convertis pas, mais parce que, comme tu disais à l'instant, je mets pas en scène une étude ou un jeu autour de ma psychologie individuelle. C'est comment un individu psychologiquement deviendrait fasciste, je sais pas trop, par une étude des névroses ou de la personnalité autoritaire, comme avait fait Adorno dans les années 50. Moi, je le prends vraiment au sens plus collectif, la conversion. Et puis le livre s'adresse, en ce sens-là, un peu à la fois au cercle rapproché des personnes de mon milieu, qui sont des personnes cultivées, lettrées, diplômées, mais aussi à un large public
des gens qui pourraient justement laisser aller les choses tranquillement pour s'éviter des difficultés ou des troubles ou des emmerdements. Et c'est le sentiment que la démocratie se convertit doucement, tranquillement, insidieusement au fascisme ou à l'autoritarisme. Et c'est ça que je voulais mettre en scène. C'est ce que tu mets au début, effectivement. C'est de dire il y a un lâcher-prise, il y a un abandon de la démocratie. C'est moins les fascistes qui l'emportent. D'ailleurs, l'extrême droite se fait quasiment tout le temps donner le pouvoir plus qu'elle ne le prend. C'est donc moins l'extrême droite qui gagne, qui l'emporte, que la population, incluant l'élite, surtout en commençant par l'élite au pouvoir, qui abandonne les libertés civiles, les libertés civiques, les principes de justice, d'égalité, qui se trouvaient malgré toutes les critiques qu'on peut faire de l'État de droit libéral, quand même persistaient comme principe du moins à l'intérieur de nos institutions et nous donnaient un levier critique. Et là, il y a vraiment un saut, qu'on pourra en parler plus tard, mais aux États-Unis notamment, il y a vraiment un bond dans un saut dans le néant qui est assez vertigineux. Oui, dans le renoncement. Ouais. À propos de la victoire de Trump, et pour prolonger ce que tu dis, là, j'aimerais te citer, un passage un petit peu long, mais qui est, je pense, qui est en début d'échange et plutôt éclairant. Christian Roux, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, prend sur lui de rassurer les démocrates. Pas de panique. N'allez donc pas déchirer votre chemise et vous voterez dans l'antifascisme, ce théâtre de bien-pensants, jaloux de leurs privilèges, prompts depuis toujours à reconnaître le mal chez leurs adversaires. Rioux se moque des politologues qui estiment que Trump menace la démocratie. C'est certes un bouffon, dit-il, mais son élection n'en est pas moins le résultat d'un processus électoral normal et légitime. Ils sont nombreux à penser comme lui. Et je concède volontiers, donc c'est Marc qui parle, et je concède volontiers que le spectre d'un retour du nazisme est une hallucination. L'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais son évocation peut servir à mieux anticiper le menu inédit que l'avenir nous mitonne. Quelque chose se passe, un glissement, une bifurcation, un changement d'humeur, quoi au juste, on l'ignore, mais on pressent que ce ne sera pas sans évoquer d'anciennes débâcles. Voilà. Donc je pense que ton bouquin, c'est sur ce quelque chose qui se passe. Voilà, c'est exactement. Que j'ai appelé une conversion de la société à l'autoritarisme et qui est un peu difficile à nommer. Et là, évidemment, tout Christian Rioux, qui est un chroniqueur du Devoir, mais qui habite à Paris, et qui n'a pas compris qu'Internet existait parce qu'il nous cuisine le vendredi ce qu'on a pu lire dans la presse française le lundi. Et donc, généralement, c'est juste un copier-coller de ce que vous avez lu, vous, en début de semaine, et là, que nous lisons, nous aussi, maintenant au Québec, à cause d'Internet. Donc, je ne sais pas à quoi il sert exactement dans le monde journalistique, mais qui est un chroniqueur nationaliste de droite, on va le dire poliment. Et qui, lui, comme plusieurs personnes, sont toujours en train de tenir un discours rassurant. Vous voyez, voyons, il ne faut pas s'inquiéter. Marine Le Pen, c'est pas le père Le Pen, c'est pas l'extrême droite. C'est même peut-être un parti de gauche parce que je ne sais pas trop. Ils ont eu vaguement une mesure sociale dans une note de bas de page de leur programme quelque part. Surtout, ils font les élections, ils n'ont pas de milice, ils menacent pas d'assassiner leurs adversaires. Donc, ça, c'est pas les milices fascistes de Mussolini là, qui rentraient dans les locaux des socialistes et qui butaient tout le monde. Mais moi, j'achète pas ça du tout. Là. Ça, c'est vraiment une billevesée parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de SA dans les rues des États-Unis en ce moment. Mais il se passe quelque chose, disons-le comme ça. Il y a un culte de l'autorité, une forme de nationalisme conservateur, une volonté abstraite de définir l'identité simplement par la désignation d'un adversaire étranger, donc qui est toujours conçu comme existant hors des murs de la cité. Même s'il est dans les murs de la cité, on le considère toujours comme un corps étranger. Il y a, et là aux États-Unis en ce moment, je veux dire, c'est absolument manifeste, une volonté, un désir, un fantasme d'homogénéité culturelle qui n'est pas défini de manière biologique comme ça l'était au début du 20e siècle,
mais qui avance sans aucune pudeur. Les exemples, il y en a 300, donc on pourrait passer 1 heure à faire une liste, mais juste la semaine dernière aux États-Unis, les républicains se félicitaient que pour la première fois en 250 ans, la population américaine allait diminuer parce qu'il y a eu 1,9 million d'expulsions de fait depuis janvier 2025. Et au même moment où ils disent ça, les think tanks de droite, qui sont quand même liés au Parti républicain, mitonnent un projet nataliste. Donc, mobilisent l'utérus des femmes blanches. Je veux dire, on est dans les technofascistes de la Silicon Valley se cachent pas d'avoir des visées eugénistes. Donc, là, on est en train de normaliser des désirs qui sont des désirs d'extrême droite. Après, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va être inventé en 2025, au 21e siècle, avec vous voyez, l'état de la société qui est le nôtre, l'état des débats, les conflits. On n'est pas du tout comme au début du 20e siècle. Hein? C'est pas la même société. On ne sort pas de la Première Guerre mondiale avec des millions d'Européens traumatisés par les tranchées. La démocratie a une histoire différente, beaucoup plus longue, la démocratie libérale, on s'entend. Donc, effectivement, Hannah Arendt a écrit un texte que je cite peut-être, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Compréhension et politique », où elle rappelle que dans les années 30, les Allemands, comme elle, qui étaient opposés au nazisme, ne savaient pas à quel adversaire ils faisaient face. Ils n'avaient pas les... Hannah Arendt, c'est la notion de totalitarisme qu'elle a utilisée et à laquelle elle a réfléchi. Donc, elle dit, on n'avait pas le concept de totalitarisme, par exemple. Mais s'il avait fallu attendre qu'on comprenne ce qui est en train de se passer... On aurait eu les armes. Pour lutter contre le nazisme, on ne se serait jamais battu contre le nazisme. Parce que c'est juste à la fin qu'on comprend ce que ça signifie. C'est l'après-coup. Et donc, on est dans la même situation. Donc, tous les chroniqueurs, les politologues, les politiciens qui essaient de nous rassurer pour nous inviter à nous calmer, à ne pas engager la résistance ou la lutte, en invoquant justement la part d'incompréhension qu'on a forcément par rapport à la situation actuelle, à mon avis, justement, ils sont dans la conversion tranquille, volontaire ou pas, et dans le renoncement, dans le lâcher-prise, comme je dis. Et c'est pas une bonne idée. Et peut-être avant de revenir à ce qui pourrait définir, enfin ça, moi, ce que j'ai appelé un peu ces petits points qu'on essaie de relier pour voir quelle forme tout ça a, est-ce que on pourrait revenir sur le mot lui-même fascisme, puisque c'est toujours la question de, voilà, est-ce qu'on l'emploie pas, mais qui est intéressant parce que de fait, je vois que Hugo Palletta, quand il écrivait en 2018, je sais plus lequel c'était en 2018, la possibilité du fascisme, il y avait justement, alors, et pas que des souverainistes de droite pour dire... attention aux grands mots, quoi, ça crée de la confusion, etc. Et là, en revanche, on voit quand même que depuis cette année, le mot, on en a besoin. La question étant qu'on n'arrête pas de montrer les différences, de rappeler que toute mutatis mutandis, toute proportion gardée, enfin peut-être plus les proportions, mais en tout cas toute forme devant être changée, etc. Mais quand même, tout le monde l'invoque. On a vu, le fascisme 2.0 d'AOC, le livre de Hugues Jalon, on en reparlera peut-être plus tard d'ailleurs, qui s'ancre dans cette citation de Monterland, le fascisme ça commence avec des fous, ça continue grâce aux salauds justement, et ça se termine, non, ça continue peut-être à la fin, ça se réalise grâce aux salauds et ça continue grâce aux cons. Bon, en tout cas c'est ce terme de fascisme qui est bien là, et finalement à quoi il nous sert avant de chercher c'est la question pas de s'il est légitime ou pas, on en a besoin peut-être pour le sursaut, tu parlais du fait de cet assoupissement là, en tout cas pourquoi toi t'en ressens le besoin? C'est une bonne question. On pourrait appeler ça du capitalisme autoritaire aussi. Ouais. D'ailleurs, tu as utilisé aussi autoritariste, totalitarisme, oui, voilà. Plein de choses. Parce qu'une des grandes différences avec les années 20 et les années 30, évidemment, qu'un historien italien, Gentile, ne manque pas de relever, c'est que, dans le fond, un des grands enjeux sociologiques des années 30, c'était de déterminer qui allait planifier l'économie, suite à la crise de 1929. Et puis, pour faire une histoire longue et complexe, très, très, très courte, les conservateurs et la bourgeoisie allemande s'est dit, si on donne pas, si on place pas les nazis au pouvoir, ça va être les socialistes et les ouvriers qui vont diriger l'économie, et ça, vraiment, on veut pas. Hein? Vaut mieux Le Pen
que le Nouveau Front populaire. En fait, c'est un peu toujours la même histoire. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément cet enjeu-là qui se présente. On sent pas que Mussolini, c'était le corporatisme. Il y avait un statocentrisme assez fort dans les mouvements d'extrême droite des années 30 qu'il n'y a pas aujourd'hui, parce que c'est comme des néolibéraux sur les stéroïdes, l'extrême droite. Et donc, c'est comme une forme de capitalisme autoritaire. Ils sont souvent anarcho-capitalistes, ils sont libertariens. Mieux. Donc ça, c'est une différence. Mais bon, devenir capitaliste autoritaire, c'est vraiment pas un beau titre. C'est trop long. C'est trop long, c'est pour ça. Hein? Et donc moi, le mot fasciste, je trouve qu'il est légitime. Ou on pourrait dire néo-fasciste, post-fasciste. On peut utiliser... on peut avoir des débats sémantiques. Ça peut être intéressant d'un point de vue intellectuel, mais bon, quand on rentre dans la mêlée politique, il faut choisir les termes qu'on utilise. Donc moi, fasciste, je le trouve intéressant parce que, bon, il est chargé historiquement, il rappelle la filiation qui est pas juste idéologique, hein, c'est aussi une filiation souvent de personnes. Quand on fait la généalogie des personnes qui fondent ces partis-là, on tombe rapidement sur des anciens partisans du nazisme, de l'extrême droite, de la collaboration, aux États-Unis, du Ku Klux Klan, bon... on voit que c'est une grande famille. Et donc, je trouve que le terme a une histoire. Moi, j'aime les mots. Je trouve qu'il y a des traditions politiques qu'il faut voir qu'il y a des continuités quand même dans l'histoire politique. Et il y a aussi le fait qu'on est quand même dans la même civilisation. C'est 1930, c'est pas si loin que ça. Là. Moi, la génération de mes grands-parents ont fait la Deuxième Guerre mondiale. La société a changé, mais ça reste quand même la même société avec les mêmes contradictions ou des contradictions semblables. Donc, on peut dire que le fascisme, c'est la maladie naturelle de la démocratie libérale. Donc, quand Aristote avait toujours cette idée-là, chaque régime politique a sa forme parfaite, son idéal, et sa manière propre de se dégrader. Mais on pourrait dire, appelons fasciste la façon... le fascisme pourrait être le nom du mal qui menace en permanence les démocraties modernes. Donc moi, j'y tiens à ce mot-là. Par contre, et là, je suis assez d'accord avec l'historien américain Robert Paxton sur ce sujet-là, qui lui a hésité à... Il a bougé, ouais. Oui, il a bougé. En 2016-2017, il refusait d'appeler Donald Trump, de qualifier les républicains de fascistes en disant non, c'est des bons vieux plutocrates, comme on en a l'habitude aux États-Unis. Et c'est vrai que c'était notre espérance. Parce que moi, je me souviens de l'écrivain américain John Dos Passos, qui est un grand écrivain des années 20, des années 30, qui écrit une trilogie formidable qui s'appelle les USA. Lui disait dans les années 30, l'Amérique a inventé toutes les techniques du nazisme, publicitaire, et d'ailleurs les nazis s'en réclamaient. Mais on va jamais... toutes les techniques du fascisme, en fait, sont des inventions américaines. Le management, mais les États-Unis risquent pas de devenir fascistes parce que nos fascistes sont corrompus. En fait, c'est juste l'argent qui les intéresse. Dès qu'ils accèdent au pouvoir, ils partent avec la caisse. Donc, et puis là, il dit, regardez, le chef du Ku Klux Klan est parti avec la caisse la semaine dernière. Et Noam Chomsky a dit la même chose à la fin des années 90. Il dit dans un livre qu'on a publié chez Lux qui s'appelle « Comprendre le pouvoir », c'est une série de conférences, et il y a une phrase qui m'a... C'est un livre de 900 pages, je me souviens juste d'une phrase, c'est celle-ci, où il dit « Les États-Unis sont d'humeur pré-fasciste ». En 1997. L'Amérique ressemble beaucoup à la République de Weimar parce on s'est débarrassé de toutes nos institutions sociales. Il reste juste l'individu. Virtuellement, il reste juste l'individu isolé face au pouvoir nu. Hein? Mais ce qui risque de nous épargner le fascisme, c'est qu'au fond, nos personnalités autoritaires ne s'intéressent pas à la concentration du pouvoir. Ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Et donc, ils vont partir avec la caisse avant de développer un culte du pouvoir. Donc, c'était l'espoir de Paxton en 2017. C'était de se dire, la bande de Trump, au fond, ce qu'ils veulent, c'est Fort Knox. Ils veulent partir avec l'or, puis ils vont laisser l'État dévasté, mais donc, ça va être un désastre, mais on n'y goûtera pas comme les Européens y ont goûté dans les années 20 et les années 30.
après l'assaut du Capitole, il s'est dit, OK, non, c'est il y ça. a quelque chose de différent qui est en train de se passer. Et là, il dit, on peut utiliser le mot fasciste. Et c'est à ça que je voulais en venir. Excusez-moi, je suis un spécialiste des ellipses interminables. Mais il dit, la difficulté, c'est que le mot est juste, mais à partir du moment où il est juste, il perd de sa force politique ou polémique parce qu'il ne devient plus infamant. Ouais. Donc, si vous qualifiez Zemmour ou Marine Le Pen de fasciste, vous avez probablement raison, ou de néo-fasciste, mais ça les disqualifiera plus, ça les sortira plus du cercle des personnes raisonnables, entre guillemets, comme ça aurait pu le faire il y a 25 ans ou 30 ans encore. Sa valeur d'impact est devenue difficile. Exactement. Mais en même temps, qu'est-ce qui peut encore devenir insultant maintenant? Ou enfin, famant, c'est difficile, parce que... Justement, donc ça veut dire qu'il faut... C'est sur un autre terrain qu'il faut... Mais juste ce que tu disais, c'est intéressant sur cette... J'avais pas l'entièreté, je me souviens que Paxton avait bougé, mais je j'avais pas le déroulé de sa pensée. Et c'est intéressant. Finalement, qu'est-ce qui a accéléré? Ce qui a fait que même ceux qui, effectivement, pouvaient partir avec la caisse, se sont dit non, finalement, il faut quand même qu'on occupe une place. Est-ce que ça nous dit quelque chose de la manière au pouvoir dont, finalement, il y a plus de croyance dans... Enfin, c'est la fin du capitalisme tel qu'il est annoncé qui accélère un petit peu les choses. Et enfin, je repense à des passages de ton livre où on a l'impression d'être dans un Netflix, là, cette espèce de grand de scénario là, avec tous ces libertariens, comment il s'appelle, au pôle Nord, qui la conférence, de ce professeur, j'ai oublié son nom, du Ruskov, qui est invité pour leur expliquer comment faire rapidement maintenant face à l'événement, donc l'effondrement. Tu vas nous en parler mieux, mais quels sont les scénarios possibles? On a vraiment l'impression que c'est de film là, Don't Look Up, en vrai, enfin tu as tout, le cadre, le pôle Nord. C'est vraiment une anecdote, c'est tout court dans mon livre, j'ai un petit chapitre sur les libertariens. Les technos d'ailleurs, parce qu'il y a Musk, il y a Thiel. Musk, Thiel. Les assurances, là. Oui, c'est ça. Donc, mon livre, évidemment, c'est un essai un peu littéraire où j'essaie de comme vous dites, relier les différents points qui permettent de nous faire après ça une sorte de portrait robot du monstre qu'on doit affronter, mais c'est pas... Et donc, mon chapitre sur les libertariens est court, mais ça fonctionne par image. Je commence avec une anecdote d'un copain qui... Elle est vraie, celle-ci? J'y arrive pas à y croire. Peut-être non, c'est pas l'homme qui a vu l'ours qui a vu l'ours. C'est un ami très proche qui a vécu ça et qui se promène en montagne au Vermont. Il y a de très belles montagnes au Vermont et qui croise quelqu'un qui s'est fait mal à la jambe et qui est plus capable de rentrer et donc qui demande de l'aide. Il y a pas de... Ça s'est passé il y a quelques années, là, il n'y a pas de téléphone portable qui fonctionne. Et là, ils se disent, OK, on va descendre chercher des secours. Et puis, il y a un médecin qui passe, qui est un randonneur, et il se dit, ah oui, je vais m'occuper de vous, et voilà. Puis là, il dit, mais avez-vous de quoi payer? Il dit, oui, j'ai ma carte de crédit, et l'autre a un terminal. Il paye. Et voilà. Pour que le gars lui dise d'appeler les secours. Et voilà. En plus, c'est-à-dire que le soin reste ça finit par appeler les secours. Mais c'est l'idée que tout est une transaction aux États-Unis. C'est le projet des anarcho-capitalistes, des libertariens. Tout s'achète, tous les liens. Et c'est le cauchemar de Karl Marx. Hein? L'argent qui n'est que la seule communauté réelle. C'est une phrase de Marx, mais c'est ça leur programme. Et j'ai cette anecdote qui, elle, est assez incroyable, de Ruskov, qui est un sociologue new-yorkais spécialisé dans les nouvelles technologies. Il fait sociologie de nouvelles technologies. Il est invité souvent à faire des conférences un peu partout. Et là, il est invité par une bande de milliardaires dans l'ouest des États-Unis. Il raconte le voyage, il s'en va en avion, il arrive à l'aéroport, ils viennent le chercher en limousine, ils s'en vont dans le désert, dans une maison... isolé, une sorte de bunker, puis là, il se retrouve avec, je sais pas le nombre, une demi-douzaine de milliardaires qui sont des survivalistes, mais il y en a vraiment plein. Hein. Zuckerberg, là, il s'est acheté une île près d'Hawaï. C'est des survivalistes, c'est des tarés, mais milliardaires. Et c'est surtout des milliardaires qui sont convaincus, qui croient au dérèglement climatique, qui croient à la crise écologique et qui sont même encore plus inquiets que les écologistes les plus radicaux. C'est que pour eux, ils prennent pour acquis l'effondrement du système. C'est ça qui est... Ils prennent pour acquis que les forces productives du capitalisme se sont transformées en forces destructrices
et qui vont détruire le monde, mais leur devise, ça serait « après nous le déluge hein? ». Vous allez crever, mais on s'en fout. Il peut y avoir 4 milliards. Mais comment on va survivre? Et donc, et là, il discute avec le sociologue, c'est vraiment, je trouve ça fou. Et ils disent, ouais, ben, moi, j'ai acheté un truc en Alaska, moi, là, on a de quoi être autonome sur le plan de la nourriture, mais il y a une question un problème qui nous turlupine. On bute sur un problème sociologique, c'est pour ça qu'on vous a invité. C'est qu'une fois qu'on va être installé dans notre mode de survie, comment s'assurer que nos soubrettes, nos majordomes et nos gardes armés se retournent pas contre nous? C'est ça. C'est une question de gestion des forces de sécurité, principalement. principalement. Parce qu'il va rester de la socialité, il va rester... Ils seront pas seuls, il va rester de la société. Et donc, le peu de société qui reste, ils se disent, mais punaise, ils vont nous trancher la gorge. Et là, le sociologue, il dit, mais pourquoi moi, je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Vous pouvez devenir amis avec eux d'abord, ça serait une bonne chose. Mais mieux encore, pourquoi vous battez pas ici, maintenant, aujourd'hui, pour empêcher la catastrophe? Et là, grosse déception. Ouais, grosse déception. Je dis, mais non, on n'a pas invité un hippie, nous, on voulait un sociologue. Très mauvais casting, c'est quand même ce qui est étonnant. Et là, il y en a un qui se tourne vers les autres, qui dit, ouais, les robots tueurs, est-ce que c'est fonctionnel déjà? C'est la seule alternative, ça va nous prendre des robots. Ce que j'aime dans cette anecdote-là, c'est qu'elle est terrible parce que ça montre vraiment la vision du monde de ces ultra-riches. Mais qui sont au pouvoir aux États-Unis. Ça sonne comme des bouffons, mais ils sont au pouvoir. Mais ça montre surtout, et c'est pas quelque chose que j'ai développé beaucoup dans mon livre, et puis c'est très difficile parce que dans la discussion autour du fascisme, c'est pas un thème qui revient souvent, mais qui me semble être comme peut-être la clé du mystère, c'est la crise écologique. C'est que le capitalisme, je ne sais pas comment tu l'as dit il y a 2 secondes... qui précipite, quoi. C'est le capitalisme qui devient... qui se cristallise et qui devient... le mur dans lequel... qui frappe encore, comme il a déjà frappé dans les années 70, un mur sur ses capacités d'accumulation, et qui prend conscience de sa finitude. Et c'est une contradiction métaphysique comme impossible. Là. C'est un système qui roule sur l'infini abstrait et qui tout d'un coup réalise il prend conscience de sa finitude à plusieurs niveaux, autant au niveau des relations internationales avec l'émergence des contre-puissances au capital américain, mais aussi au niveau plus fondamental des ressources à valoriser, à faire rentrer dans le procès de valorisation. Et qui donc, là, ça se manifeste sous la forme d'une sorte de capitalisme de prédation, mais ultimement, c'est la crise écologique qui va peser vraiment lourdement sur le système économique. Et à l'intérieur de ce système économique-là, il se trouve des puissances organisationnelles, qui sont les grandes entreprises, les firmes, ce que les Américains appellent les corporations, avec des sujets, là, ces personnages-là un peu loufoques qui sont les capitalistes, mais au-delà des personnages, il y a dans notre société des forces sociales considérables qui n'existent que pour accumuler du capital et qui seront plus capables de le faire et qui sont tout sauf de démocratie. Je veux dire, une firme, une entreprise. Et à partir du moment où on a laminé les syndicats, on a laminé le droit social, on a laminé toutes les formes de contre-pouvoir qui avaient été créées par la société au sortir de la Deuxième Guerre mondiale pour régler les conflits que ce régime économique-là ne manque pas d'engendrer pour créer des normes sociales par-dessus le capital. Une fois que tous ces mécanismes-là ont été comme rabotés, éliminés, réduits en bouillie, il reste, c'est ça, la firme, la firme comme système autoritaire. Et là, c'est ça. C'est là que c'est plus que juste des plutocrates qui veulent partir avec la caisse. C'est des organisations qui veulent productives, qui veulent comme absorber toute la société dans leur modèle de fonctionnement. Et un des éléments vers lequel ça va, et qui est aussi un des moyens que tu soulèves, que je trouve vraiment intéressant, c'est la question de l'automatisation. Tu en parles à la fois pour l'idée que justement ce fascisme, pour pouvoir
se déployer, il a besoin d'une automatisation de pensée. Enfin, il fonctionne sur tout ce qui nous amène vers les automatisations. Hier, je lisais qu'il y avait... parce que tu parlais tout à l'heure des robots tueurs. Voilà, en cette idée que tu vas pouvoir ça va peut-être être une alternative. Ça, pour le coup, ça finit de laminer toute société. Et je sais pas, hier, je lisais qu'il y avait, pour la première fois, tu avais en Albanie, je crois, ils ont nommé un Premier ministre. Le Premier ministre a nommé un ministre des marchés publics qui est une IA. Donc, tu vois, on a cette idée que voilà, enfin bon, ça rejoint une deuxième question qui est la bouffonnerie de la chose, et en même temps, ça cache ce qu'il y a de tout à fait absolument vrai, concret là-dedans. Et sur la question de l'automatisation, que tu abordes finalement même dès la question du salut, c'est ce début sur le salut hitlérien, et cette idée de ce qu'on abandonne finalement dans le réflexe et tout ça, mais qui est complètement pris en charge, bien sûr, par toutes les technologies. Tous les nouveaux algorithmes, pour pas forcément appeler ça IA, mais en tout cas, elle me semble vraiment cruciale dans cette, voilà, à la fois la psyché sociale qui cède et renonce, les plans, les moyens, enfin, je sais pas la question est complètement diffuse, mais... Ouverte. Est-ce que toi, mais j'ai un chapitre que finalement j'aime beaucoup, mais qu'au début m'embêtait, qui s'appelle Heil Roman. Roman est ma fille, c'est le nom de ma fille, où c'est au début du livre où tu t'entraînes encore. Je m'entraîne encore à devenir fasciste et je dis à ma fille, mais ça, la scène est arrivée pour vrai, je suis rentré dans le salon chez nous, elle était sur le canapé, j'ai dit, Romane, je vais devenir fasciste. Là, elle me regarde, un air un peu surprise, puis je dis, on va devoir pratiquer les saluts nazis ensemble, désormais. Quel âge a-t-elle? Elle avait quel âge? 20 ans. Ah oui, donc. Ouais, et donc, moi, je me dis, je provoque une jeune woke universitaire de 20 ans, je vais voir ce que ça donne, mais bon, c'est ma fille quand même, la pomme n'est pas trop tombée loin de l'arbre, donc elle est partie à rire, elle a dit oui, elle dit, c'est quel bras doit-on lever? Et là, j'étais sur le coup, je dis, ça doit être le droit, mais j'étais pas certain, et donc on s'est mis à chercher des tutoriels de salut nazi, mais... Et les tutoriels, bien sûr. Oui. Et c'était avant le salut de Musk, la femme suivante a écrit ça avant. Oui, donc là, j'ai eu, et je me dis, c'est un peu potache quand même, et quand je l'ai écrit, et il y a une partie moins potache sur laquelle je reviendrai pour répondre à la question de l'automatisation, mais quand j'ai terminé le livre et que ça partait à la production, j'allais être obligé de l'abandonner complètement, j'avais encore un doute, je me disais, là je vais me faire reprocher de aller un peu loin. Ou d'être allé un peu loin, de prendre, de m'amuser avec des trucs qui sont pas, avec lesquels on ne doit pas s'amuser. Et la journée où le livre part en production, Elon Musk fait un salut nazi. Je me dis, OK, non. Il n'y a absolument rien à l'épreuve de ce livre. Le réel il va être encore plus absurde. Mais la blague, la farce, me permet de faire une réflexion sur ce geste qui, lui, n'est sur l'histoire du salut nazi, autant contemporaine, c'est-à-dire que quand on creuse, on découvre que c'est une pratique qui est reprise un peu partout dans tous les partis d'extrême droite, dans tous les pays d'Occident. C'est quand même un peu affolant. Mais aussi l'histoire en Allemagne. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. Et tu cites un très beau texte, je sais pas si tu viens de dire, que je connaissais pas, Histoire d'un Allemand, c'est ça, Hafner, Sébastien Hafner. Tu peux en parler, peut-être, c'est intéressant. Ouais, comment il devient fasciste contre son gré, si je puis. Donc, avant de parler de Hafner, je vais juste... Ce qui est intéressant du salut nazi par rapport à la mécanisation, parce que tous les Allemands qui étaient critiques du nazisme, c'est une des choses qu'ils répètent constamment dans tous les livres que vous allez pouvoir lire, c'est qu'il y a une mécanisation des esprits et de la société. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est la taylorisation de la signification. C'est comme Charlot dans les engrenages d'une machine, sauf qu'au lieu d'être une machine, c'est les discours, la parole, c'est le symbolique. Et donc, le fait d'imposer à toute la société un salut qui est un salut au chef de la société, Hitler, c'est formidable, ça montre comment l'extrême droite, précisément, c'est une destruction de la socialité, c'est une destruction du lien social. Parce que les formalités de salutation, comme les formalités quand quelqu'un meurt, toutes les formalités, finalement, ont toujours quelque chose d'un peu artificiel. Quand on est jeune, ça nous emmerde, on se dit « Ah, c'est pas authentique ». Mais en même temps, ça permet d'éviter... C'est utile socialement. Ça nous sort de la mise... Oui, ça rassure, puis ça sort de la mise en abîme que serait chaque rencontre avec quelqu'un dont on connaît rien, qu'on ignore, on ne saurait pas par quel bout se prendre. Donc, le salut, comment ça va, bonjour, c'est une invitation à rentrer en relation avec la personne singulière qui est devant nous.
qu'on peut, après ça, esquiver ou... ça dépend comment on trouve l'autre personne. Il y a des personnes vraiment emmerdantes, on dit salut, on s'en va. Mais tandis que Heil Hitler, c'est vraiment une salutation au chef, au tiers, à l'autorité. Et c'est une invitation à ne pas rentrer en relation avec les autres. Et en plus, à instaurer une relation paranoïaque et de méfiance avec l'autre parce que tous les Allemands se sont mis à faire cette salutation-là de crainte d'être dénoncés. C'est ça. Et on ne peut jamais savoir si c'était authentique ou pas. Ouais. C'était... Et tu décris ça très bien juste parce que moi, ça me fait penser à du Lubitsch, quoi. Vraiment, c'est-à-dire l'espèce d'empressement dans To Be or Not To Be. Il faut le faire le premier parce qu'on sait jamais. Ah oui, mais c'est ça. Et ça, il y a des films humoristiques. Je le cite d'ailleurs, c'est vraiment... Ah oui. Et très comique. Et Sébastien Haffner, c'est Histoire d'un Allemand, c'est un livre formidable qui a été publié après sa mort, parce qu'il n'avait pas voulu. Et c'est un jeune Allemand conservateur. Son père est un fonctionnaire, un haut fonctionnaire prussien, et lui étudie pour devenir magistrat. Donc, c'est pas du tout, c'est pas un communiste, c'est pas un anarchiste, c'est pas un gauchiste, c'est pas quelqu'un qui était porté à... Mais ils sont attachés à la République de Weimar. On était assermentés par la loi, on défend la loi, donc ils détestent les nazis. Et quand les nazis prennent le pouvoir, lui est en train de suivre sa formation pour devenir juriste. Et là, il va avoir son examen final pour la magistrature. Juriste ou juge, je ne me souviens plus. Et là, les SA créent quelque chose de vraiment absurde, c'est-à-dire c'est une sorte de camp, une colonie d'été pour tous les étudiants prétendument de préparation à l'examen, mais en fait, ils s'en vont dans des tentes, ils s'habillent en soldats, puis ils font de l'entraînement militaire. Et au début, c'est un peu bon enfant parce que c'est des représentants de l'armée régulière, mais après ça, c'est les SA qui arrivent. Et il raconte, lui, il est vraiment anti-nazi, et il se retrouve dans une salle, il y a un discours de Hitler à la radio, et là, tout le monde fait le salut nazi, et lui, il sent obligé, il est comme porté par la situation, par le contexte, et il fait le salut nazi. Et là, moi, j'utilise cette scène-là qui est très belle, c'est une description, il montre comment, contre sa volonté, il fait, et comment les personnes autour, il n'est pas capable de savoir qui pense comme lui, parce que lui, il sait qu'il c'est pas autant, il y croit pas, et ça le révulse, mais il peut pas ne pas le faire. C'est ça. On voit un seul corps, donc de l'extérieur, il n'y a plus qu'un seul corps. Et voilà, et en même temps, il décrit le geste, et donc ça répond à la question de ma fille du début, c'est un peu l'astuce, la construction de mon chapitre, ça me permet d'avoir une description assez clinique du geste, avec tout ce qu'il peut avoir de violence dans ce geste particulier-là. Mais Sébastien Haffner, il faut lire ça. C'est fabuleux comme livre, parce que c'est vraiment une description au jour le jour de ce basculement. Et ça, c'est quelque chose qui m'apparaît... tous les textes, il y en a d'autres. Victor Serge aussi a des beaux passages dans Mémoire d'un révolutionnaire sur cet étonnement là, quand toute la société devient folle. Victor Serge parle d'une défaite de l'intelligence, mais incompréhensible pour quiconque est attaché un peu à l'honnêteté intellectuelle. Et là, ça, je trouve que moi qui arrive du Canada, c'est ce qu'on vit en Amérique du Nord en ce moment. Et je pensais jamais vivre une telle expérience. C'est quelque chose j'ai pas de qualificatif. C'est assez particulier. Où tout d'un coup, on se dit, voilà, Et là, c'est orwellien, mais au sens le plus fort de George Orwell, parce que George Orwell, son truc à lui, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'une société où le sens, le discours contredit ce qui est donné dans l'expérience. Constamment. Et là, on est au seuil, je vais rester optimiste, on est au seuil de ça. Et c'est là que je pense que c'est dans cette expérience-là qu'on peut dire qu'on est indubitablement dans quelque chose comme du fascisme aujourd'hui. Et c'est là que se rejoigne aussi cette question d'automatisation, mécanisation, et de défaite du langage. Tu l'abordes à la fin, et on y revient toujours dans tous les livres dont on parlait un peu au départ, sur la question du fascisme, ce langage qui... c'est pas une défaite, en tout cas une attaque vraiment forte, et partagée en plus là par tout ce qu'il y a de néolibéral et autres, sur le langage. Tu as mentionné quelque chose, cette idée qu'une chose est le contraire de l'expérience constamment, enfin orwellien au sens... Oui, mais c'était le truc...
c'était l'idée forte de George Orwell. Ouais, la ferme des animaux, c'est vrai. Ouais, c'est utilisé beaucoup par C'est pas un philosophe, Orwell, c'est un journaliste, un écrivain, donc c'est pas un concept qu'il a vraiment développé. Et puis, ça me fait vraiment chier de voir les conservateurs invoquer constamment Orwell. C'est une imposture. S'il y avait des tribunaux de la pensée honnête, ils seraient tous en prison. Mais bon, je le souhaite pas, c'est pas mon genre. Ça m'irrite beaucoup. Orwell, pour y aller vite, était un peu agacé par les staliniens qui disaient que toute représentation idéologique de la société n'était que le reflet des intérêts de la classe dominante. Il s'est dit, mais poussons cette idée au maximum, hein, au bout de sa logique, et c'est une forme de constructivisme radical, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune vérité dans ce qui est donné, dans les objets qui sont donnés par les sens, parce qu'on voit ce qu'on entend. Et donc, tout discours devient performatif. Toute phrase, tout son, tout mot est une justification après coup d'un geste qu'on vient de poser et ça devient la réalité. Mais ça rentre constamment, et ça c'est l'idée de l'expérience de ce que Orwell appelle la double pensée, ça va rentrer constamment en contradiction avec ce qu'on voit, ce qu'on expérimente, et même ce qu'on se dit dans le langage ordinaire, qui lui ne peut pas être détruit, parce qu'on n'arriverait pas même à commander, à s'acheter une pêche à l'épicerie, là, s'il n'y avait pas le langage ordinaire. Et donc, il dit, cette situation particulière-là, et c'est ça qui fait la force, à mon avis, de 1984, créer une sorte de régime de pensée schizophrénique où il faut constamment penser contre soi-même. Contre son expérience. Même pas son idée. Oui, voilà. Mais en même temps, la maintenir, son expérience. Et dans 1984, le 3/4 de la population d'Angleterre vit dans la culture anthropologique ordinaire qui est celle de l'humanité depuis des dizaines de milliers d'années, mais abrutie parce que coupée de la totalité de la société, tandis que l'élite vit dans une sorte de monde fantasmé. Et donc, c'est ça. Je pense qu'on vit dans une société où le fascisme se manifeste évidemment par une sorte de liberté totale par rapport au sens, par rapport à la vérité. Mais on vit dans une société où les institutions technocratiques ordinaires, les firmes de consultants, la bureaucratie d'État, la technocratie d'État, est engagé dans une entreprise de sabotage du langage. Et de confusion structurée, c'est le terme d'Umberto Eco que tu reprends. Oui, le fascisme est un chaos organisé. Et de longue date. Moi, je prends un exemple qui est les demandes de subventions qu'on remplit comme éditeur au Canada, où on me demande de parler de mon métier, de ce que je fais dans un langage qui n'a absolument aucun rapport, mais d'aucune façon. Avec ma pratique et qui renvoie au fond à des mécanismes opérationnels que seuls les fonctionnaires peuvent comprendre. Et entre moi et le grotesque bureaucratique, ou mes collègues et le grotesque bureaucratique, il n'y a qu'un lien ténu qui est l'argent qu'on va obtenir à la fin de la subvention. Donc, on va faire la chorégraphie. On va écrire des trucs qu'on ne comprend pas, dans un langage qu'on ne comprend pas, avec des mots qu'on ne comprend pas, en sachant que si on le fait bien, on va recevoir quelques milliers d'euros au bout de la course. Et bon, là, ChatGPT, pour ça va être formidable. Parce que là, on va pouvoir faire la machine qui parle un langage qu'elle ne comprend pas parce qu'elle n'est pas dotée de chair, d'esprit, elle n'a aucune... Voilà, elle n'est pas vivante. Va pouvoir parler aux autres machines qui ont été faites par des êtres humains et qui sont constituées. Et donc, c'est comme ça que... C'est le seul moment où je me dis, ChatGPT va servir à quelque chose, je vais laisser les machines parler entre elles, puis je vais espérer que le fric me tombe dessus. Mais c'est un piège. Je sais que c'est un piège. Parce que la destruction du langage... là, évidemment, on pourrait dire il est éditeur, il écrit des livres, il prêche pour sa paroisse. Mais moi, je pense que, fondamentalement, la liberté, l'être humain, on vit dans la pensée symbolique, on vit dans le langage. Donc, il n'y a pas de liberté possible sans sens partagé. Il n'y a pas de créer... ça va être la capacité de créer, d'exprimer notre expérience, de la créer à nouveau... qui pourrait virtuellement se trouver atrophiée. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que Trump qui arrive et qui dit n'importe quoi, c'est pas le commencement de quelque chose, c'est l'aboutissement d'une dynamique de décrochage du sens qui est de longue date enracinée dans la démocratie libérale. Je veux dire, Macron
c'est comme l'antichambre. Si on prend juste la question du discours incompréhensible, c'est l'antichambre de Trump. Parce que lui, je veux dire, il y a des discours de Macron qui sont sémantiquement dépourvus de sens. On les regarde, on lit les phrases, c'est bon. Mais ils ne sont pas forcément chargés de la même violence, ben, ça dépend lesquels, mais que Trump. Ils sont plus, on pourrait dire, technocratiques, bêtement technocratiques. On avait à une époque un site qui s'appelait le Pipotron, et on pouvait créer, autogénérer des discours comme ça, qui étaient effectivement creux, et tout le monde s'habituait à cette idée de la langue de bois et tout, mais c'est vrai que la charge de violence, et la charge, t'en as parlé un peu, je crois que ça nous avait retenu aussi, de grotesque, enfin, la fonction, je trouve que le passage sur le carnaval est vraiment intéressant en lien avec cette destruction du langage, et dit encore autre chose que cette destruction, cet évidement technocratique. Oui, c'est un développement que tu fais à partir d'une analyse que tu fais donc de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Oui. Hidalgo. Tu expliques en fait que c'est un spectacle marchand qui n'est pas du tout anti-fasciste. Je suis voilà. Et tu mets en parallèle donc cette cérémonie avec la bouffonnerie, l'aspect Barnum des Trump, des Milei, des Borsolano, etc. Et est-ce que tu peux développer ça parce que tu parles de la destruction je crois, peut-être pas dans le livre ou dans une interview, tu parles de la puissance du fer qui vient l'emporter sur la puissance du droit. Oui, voilà. Et le côté désinhibant aussi de ces grands politiques, et la dangerosité, parce que ça suscite l'adhésion. C'est une sorte de vrai carnaval, si je peux dire. Exactement. Donc, est-ce que tu peux... Oui. Mais la cérémonie d'ouverture, moi je déteste les cérémonies d'ouverture de Jeux Olympiques. J'ai toujours trouvé que c'était des sortes de fêtes d'État d'une platitude. C'est comme un défilé de l'armée rouge. Mais bon, je dois avouer que celui des Jeux Olympiques de Paris m'a vraiment amusé. Le groupe de heavy metal qui fait avec la tête de Marie-Antoinette. Et là, je me suis dit, il y a quand même juste les Français qui peuvent faire quelque chose comme ça. Mais ça reste qu'un spectacle pour la télévision. Et là, Hidalgo sort, parce que la fachosphère, c'est vraiment déchaîné contre... Il y avait des drag queens, il y avait tout ce qu'il fallait pour les énerver. C'était amusant, c'était coloré, il y avait un peu de bonheur, donc ça les a franchement énervés. Hidalgo a fait une sortie en disant, voilà, assez virulente. J'ai la citation, donc dans une tribune au Monde, elle écrit, Hidalgo, c'est pas complètement foutu, à propos de cette cérémonie, c'est pas complètement foutu, on peut être ensemble et être ensemble heureux. Le message de l'extrême droite, il est écrabouillé par ces jeux et par la cérémonie d'ouverture. Paris est encore une fête. Ouais, voilà. Fuck les fachos. Fuck les fachos, moi je me souvenais de la version. Moi j'étais content, fuck les fachos. Je me dis, si tous les Hidalgo du monde commencent à dire fuck les fachos, on a peut-être un peu d'espoir. Voilà. Mais en même temps, c'est un spectacle orchestré par des grands moyens techniques pour la télévision. C'est un show hollywoodien. Donc, comment on peut penser qu'avec un show hollywoodien, on va faire reculer le fascisme? Et là, je me dis, c'est à la fois, ça m'a réjoui. Ce fuck les fachos m'a réjoui. Ça m'a réjoui parce que je me suis dit, il y a un peu de niaque. Il y a quelque chose. Mais après ça, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Ça... Et là, c'est ça l'enchaînement avec le carnaval d'extrême droite, avec Milei, avec sa tronçonneuse. Bolsonaro, lui, je me souviens pas de toutes les scénettes qu'il a fait, mais il y en a 13 à la douzaine. Trump, vous l'avez vu aller. Les Italiens ont quand même une longue tradition. On peut dire que c'est eux qui ont inventé un peu le concept. Tu parles de Bossi, avant Berlusconi. Oui, ça, c'est dès les années 1990, il y a une anthropologue qui a écrit un livre, de l'idiotie en politique. Elle a passé quelques mois avec la Ligue du Nord au début des années 90. C'est très intéressant. Le livre n'est pas si intéressant que ça parce qu'il est assez descriptif, mais la thèse, ça montre quand même comment le carnaval est utile politiquement dans un moment de circulation des élites. En 90, c'est la fin de la démocratie chrétienne en Italie. Mais bref, laissons de côté l'Italie. Moi, ce qui m'intéressait de relever, c'est que ça a deux éléments. Le carnaval, le cirque, Barnum et le carnaval. Le carnaval est un rite d'inversion. C'est que l'extrême droite américaine utilise des mécanismes qui ont un profond ancrage anthropologique. Le carnaval, c'est quelque chose qui existe dans toutes les sociétés humaines depuis des dizaines de milliers d'années, depuis au moins 9000 ans. Donc,
le fait de faire un carnaval, de mettre en scène un rite d'inversion pour dire nous allons subvertir le pouvoir, mais le carnaval, à moins qu'il déraille, met en scène la subversion du pouvoir pour confirmer les hiérarchies. C'est ça qui est important à retenir. Et le cirque, qui est une traite de Barnum, vous dites Barnum ou Barnum? Je sais Barnum. Barnum. Peu importe. Donc, l'inventeur du cirque aux États-Unis, c'est aussi l'inventeur des méthodes modernes de publicité. Barnum, c'est un personnage assez coloré, haut en couleur, qui a inventé le musée des curiosités où on pouvait trouver une sirène, la nourrice de 161 ans de George Washington, un homme à 3 têtes, je sais pas, un Écossais, et qui inventait des faux scandales du genre Dumbo, c'est lui qui avait Dumbo l'éléphant dans son cirque. Dumbo meurt dans un accident bébête, mais il dit qu'il s'est sacrifié pour sauver ses enfants en sautant du train. Là, après, quand il est dénoncé par des journalistes qui font du fact-checking, il dit « C'est vrai, c'est un mensonge! » Et toutes ces duperies, le public raffolait de ces duperies et ils en étaient pas dupes. Ils savaient que c'était complètement inventé tout le temps, mais ça les divertissait. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai beaucoup lu un auteur allemand qui s'appelle Victor Klemperer, qui a écrit, un juif allemand qui est resté en Allemagne jusqu'à la fin de la guerre, il a survécu, et qui a écrit un journal personnel en cachette. Il notait tout. Les soldats de papier, c'est beau, hein? Ouais, c'est super. Et c'était quand même un acte... C'était un écrivain, c'est un professeur de philologie, donc il faisait ça pour lui, pour survivre psychologiquement à l'épreuve qu'il vivait, mais c'était très très dangereux. S'il suffisait qu'un policier tombe sur un feuillet de son journal personnel et puis il le flinguait. Et constamment, dans les années 30, avant que ça s'intensifie de manière beaucoup plus dramatique pour lui, il dit, mais quand il parle de Hitler, il dit, et c'est barnumnesque. Ses discours sont barnumnesques. C'est toujours l'idée que Barnum avait de « je vais faire quelque chose que personne n'a jamais fait ». Chaque jour, je vais poser un geste si audacieux qu'il va vous sidérer. Et c'est vrai que c'était la force de Hitler pendant toutes les années 30, avant que ça devienne sa faiblesse. Et dans un complètement... Je ne suis pas en train de dire que Trump, c'est Hitler. C'est textuellement ce qu'il dit. Mais il fait la même chose. C'est son modus operandi. Chaque jour, je vais poser un geste, faire une déclaration que vous n'avez jamais vue, jamais entendue, qu'aucun politicien n'a jamais osé faire. Et ça marche. Et donc, ce carnaval-là et ces méthodes de cirque-là sont opérantes. Hein? Tandis que les démocrates mous, les centristes, eux, ils font des shows hollywoodiens, lisses, aseptisés, javelisés, je ne sais pas comment les qualifier. Chiant, quoi. Chiant, ouais. Et souvent, ils sont sur le bon thème. Elle a raison, Hidalgo. Hein? Il faut que ça soit une fête, il faut qu'il y ait la joie. Kamala Harris, c'était ça son thème quand ils ont fini, les démocrates, par réaliser qu'ils ne pouvaient pas gagner les élections avec un grabataire. Ils se sont rabattus sur Kamala Harris in extremis. Et elle, un de ses traits de personnalité, c'est qu'elle est souriante et quand même... et donc, ils ont dit « misons sur la joie ». Mais là, ils ont mis une équipe de relationnistes de presse, de probablement les meilleurs au monde pour producteurs d'images. Et ils ont fait leur convention, mais c'était une convention stalinienne. Ça n'avait pas le côté cynique d'une convention stalinienne, parce que c'était plein de couleurs et tout, mais il n'y avait rien de politique dans la convention démocrate. Il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de contestation, il n'y avait rien de spontané, tout était... Il y a un effet Botox, quoi. Tout est lissé. Tout est lissé, tout est chorégraphié, tout roule au quart de tour. C'est un show de télévision comme les Jeux olympiques. Et sur le thème de la joie. Mais c'est le bon thème, la joie. C'est une bonne idée. Mais tous les Américains voient bien que c'est faux. Que c'est la même joie que le « enjoy it » qu'il y a sur une bouteille de Coca-Cola. Et ils n'y croient pas. Et donc, on a du faux dépourvu d'authenticité ou de spontanéité. Et de l'autre côté, on a une sorte de mise en scène de la spontanéité avec une grossièreté qui rappelle n'importe quelle fête foraine du fin fond de l'Arkansas puis du Missouri. Et ça marche du feu de Dieu parce que les Américains reconnaissent leur grossièreté ordinaire.
Puis ça mélange les affects. Il y a un mélange de peur, de c'est pas vrai, d'incrédulité. Oui, et ça joue sur dans des registres qui sont profondément enracinés dans la vie ordinaire de l'humanité. Le carnaval, le cirque, mais là où c'est cynique, c'est que c'est pour sortir du sens. C'est que c'est comme un ersatz de sens. Hein? C'est comme un baroud d'honneur de la signification humaine. Donc, c'est un carnaval pour détruire. Et c'est là le grotesque que vous avez évoqué dans ta question, j'ai découvert après un superbe texte de Michel Foucault sur le sujet que je ne connaissais pas quand j'ai écrit le livre sur qui est pas un texte, qui est une digression dans un cours donné dans les années 70. Mais bon, une digression de Foucault quand même, ça peut contenir des idées assez fortes. Il dit, je pense que c'est un cours sur les anormaux. Il dit, je pourrais faire un développement sur les anormaux au pouvoir, il appelle ça le grotesque dans la mécanique du pouvoir. Et là, c'est très intéressant où il dit, mais il faudrait se poser la question, qu'est-ce que ça signifie quand une personne ou un discours a des effets de pouvoir, alors que, en vertu de son statut, alors que tout ce qu'il incarne, tout ce qu'il dégage devrait le disqualifier. Hein? Caligula qui nomme son cheval au Sénat. Comment ça se fait qu'il reste empereur? Et donc, Trump qui fait du Trumpisme, qui enfreint des lois. Et lui, Foucault dit, mais là, et là, je trouve qu'il touche à quelque chose de vraiment fondamental. Il dit, au fond, c'est le summum de l'arbitraire du pouvoir. C'est le pouvoir qui discrédite toutes les formes de légitimité ou de justification extérieure à sa pratique, qui devient purement performatif. C'est le discrédit de toute référence, de toute soumission du pouvoir à une règle. Et donc, c'est pour ça que l'extrême droite foule toujours des pieds la Constitution, qui est vraiment l'institutionnalisation du pouvoir. Et ça, c'est très intéressant. Et il dit ce que ça met en scène, au fond, le grotesque, c'est comme une sortie de la légitimité. Et ce qui dit, mais on discrédite le pouvoir. Et là, c'est vraiment les libertariens, c'est ça, c'est-à-dire l'État. Moi, j'ai entendu à la télévision, juste vite, une interview surréaliste, mais qui illustre bien cette thèse-là. C'est un élu républicain, je ne sais pas à quelle fonction assez haute, peut-être un ministre même, qui est à la télévision interviewé aux États-Unis et qui, là, tient son discours habituel de la droite américaine contre l'État, l'administration, c'est juste... c'est ça le problème aux États-Unis, l'État est trop gros, c'est le mal, il faut se débarrasser. Et le gouvernement est toujours absolument stupide. Et là, l'animatrice a dit, mais c'est vous le gouvernement. Et elle continue. Oui. Et non, le pouvoir, c'est vraiment... le gouvernement, c'est vraiment le mal. Mais l'animatrice dit, mais c'est vous le gouvernement. Et le gouvernement, c'est le problème, il faut s'en débarrasser. Mais c'est vous le gouvernement. Et c'est ce que Foucault dit. Et il dit, et ce que le grotesque fait, au fond, c'est que ça sort, c'est le point ultime de discrédit du pouvoir, mais qui en même temps en manifeste le caractère absolument inévitable. On va discréditer le pouvoir... mais on va vous montrer que vous y échapperez pas. Et là, c'est dangereux. C'est la forme ultime du pouvoir, en fait. L'arbitraire. C'est un pouvoir dépourvu de règles. C'est dépourvu de ce qui peut le rendre socialement acceptable. C'est ça. Et là, c'est le pouvoir qui devient maudit. C'est la charge de malédiction qu'il y a dans le pouvoir, mais qui essaie de se donner une forme acceptable. Puis qui, tout en fonctionnant, en foulant au pied le principe de non-contradiction, quoi. Dans ce que tu dis, crée aussi une ablation complète au sujet à qui il s'adresse des facultés rationnelles. C'est-à-dire, on peut plus fonctionner là-dessus, et du coup, on bascule sur un régime qui est finalement, qui nous est très familier aussi, qui est une sorte de semi-croyance. Il y a quelqu'un qui parle de proto-croyance dans les théories conspiro, etc. C'est-à-dire qu'on y croit à moitié. À part le gars qui va vraiment s'injecter quand Trump avait parlé au milieu de l'eau de Javel, voilà. Finalement, il y a peut-être un qui le fait, mais la plupart des gens y croient à moitié. On est dans cet régime-là, parce que le fonctionnement rationnel, il est battu en brèche, comme si de rien n'était. L'émotionnel, il est au lieu aussi très manipulé. Finalement, on est dans une sorte de semi-magie, sauf que ça se fait sous un mode qui reste symbolique, qui reste dans le discours. C'est comme un discours de sortie du discours. Oui. Et là, les démocrates
mous, les centristes, eux, ils sont comme pas capables d'avoir un discours authentique. Ils sont juste dans du préfabriqué auquel on croit pas, mais qui nous renvoie même pas, qui a même pas la délicatesse de nous amuser un peu, de référer à... Non, ni d'activer la pensée magique non plus. Mais c'est ça. Mais ça n'a vraiment pas rapport avec le politique, mais je pourrais donner ça comme exemple aussi assez intéressant, c'est Walmart. Ça pourrait être une sorte de métaphore du Trumpisme. Walton, le propriétaire de Walmart, quand il a ouvert le 4e ou le 5e Walmart au Nebraska, en campagne, il fait l'inauguration de... Vous voyez, c'est quoi la chaîne? Oui. Et il fait l'inauguration de... Aujourd'hui, c'est le plus gros employeur aux États-Unis, ou un des plus gros. Et il fait l'inauguration de son 4e magasin, et c'est au Nebraska, il fait 45 degrés. Il arrive avec un camion rempli de pastèques, il incline la benne, les pastèques tombent dans le stationnement, s'ouvrent, cassent, il apporte des ânes qui pissent partout. Ça prend pas une demi-heure que les pastèques se mettent à pourrir. Et donc, on arrive au stationnement, il y a des ânes qui chient, qui pissent, il y a des pastèques écrabouillées, et puis on rentre dans le Walmart. Et là, l'idée, c'est qu'il faut que l'entrée du Walmart ressemble à l'entrée d'une ferme, où il y a un tas de compost, où il y a des animaux domestiques. Et l'aménagement à l'intérieur du Walmart est aussi pensé... c'est déjà dans Au bonheur des dames d'Émile Zola, quand ils ont foutu le bordel un peu pour que les clientes cherchent les affaires, puis avant de trouver la pièce de linge, la pièce de vêtements qu'elle est venue acheter, elle tombe sur 4 ou 5 autre chose. Mais le Walmart, c'est fait pour ressembler à l'appartement un peu miteux de l'Américain moyen qui vit de chèque de paye en chèque de paye. C'est tout songé comme ça. Et ça marche. Hein? Les gens vont là, ils se reconnaissent. Mais Walmart, derrière cette façade-là, Walmart, c'est le système technique le plus développé d'Amérique. C'est-à-dire que l'ordinateur de Walmart, le système informatique de Walmart est plus puissant que celui de la NASA. Et son idéal, en fait, c'est quand vous finissez votre papier cul, il y a tout de suite un rouleau qui sort de l'usine, d'ailleurs, ça s'appelle le flux tendu, c'est peut-être pas un hasard, pour qu'il y ait une alimentation en continu dans les chaînes d'approvisionnement de la marchandise, avec idéalement des puces qui suivent en temps réel chaque marchandise qui sort pour qu'il y ait un inventaire des stocks. Donc, il y a un système informatique hyper performant. Et les employés de Walmart gagnent un salaire de misère, ce qui fait que dans plusieurs Walmart, au temps des fêtes, quand Noël arrive, il y a des cagnottes faites à l'entrée pour que les clients donnent de l'argent pour que les employés de Walmart puissent s'acheter une dinde pour manger à Noël. Donc ça, c'est vrai. Tout est... Et c'est un peu ça, vous voyez, l'espèce de force de la droite américaine. C'est qu'ils ont l'audace de mettre les pastèques et l'âne en avant. Et dire, on sait comment vous vivez, mais en même temps, par derrière, ils ont un système d'exploitation économique absolu. Mais au moins populaire, ça me fait juste penser à l'année dernière, on a eu la bourse du commerce, donc qui est ici détenue par un milliardaire français, un de nos grands chevaliers d'industrie, qui a fait 6 mois sur l'Arte Povera. Et donc, tu vois, t'avais au milieu de la bourse du commerce, tu rentrais et t'avais tout ce que l'Arte Povera essayait de faire dans la question des contradictions, parce que t'avais aussi justement cette vie ordinaire, un peu misérable, etc. Enfin, qui montre abrité par les plus grandes fortunes. Alors là, on s'adresse pas aux mêmes, on s'adresse aux bobos, à toute la belle intelligentsia, et peut-être on va revenir, peut-être je sais pas pour terminer, mais en tout cas à cette démocratie qui s'amollit. Mais finalement, elle aussi, elle était prise dans ces espèces de contradictions absolues, d'incohérences, qui devraient choquer le bon sens, quoi. C'est-à-dire pas tout mélanger. Les grands systèmes d'organisation, de performance avec l'usage de ce faux ordinaire. Et finalement, tu aurais peut-être revenir sur cette question des reproches, parce qu'on a parlé, que tu adresses aux démocraties libérales, alors dans la technocratie, l'alphabétisme. Il y a aussi cette idée qu'elles ont abandonnée pour toi, au profit les notions d'équité, au profit de diversité. Et moi, j'y vois plus une critique des dévoiements, mais ça, des dévoiements, il y en a partout, de l'inclusion, de la diversité, tout le monde utilise justement ça. Et finalement, c'est pour toi l'attaque de fond à cet affadissement, affaiblissement, ou dévoiement complet de démocratie, il tient à quoi? Est-ce que c'est pas dans leur ADN même? Est-ce que c'est c'est quoi cet échec, en tout cas dans ton idée? Parce que
tu disais aussi que le fascisme était la maladie au début Oui, de, oui, voilà, tout à de la fait. démocratie, on l'entend bien. On assiste manifestement à un décrochage entre le capitalisme et la démocratie. C'est-à-dire que toutes les forces économiques semblent, et puis les patrons aussi, de plus en plus, semblent se dire qu'on... Les idéologues, c'est clair, on peut se passer de démocratie et faire du fric, en gros. Et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une sorte de bricolage institutionnel porté par les États-Unis, d'ailleurs, qui faisait le pari que c'était possible d'avoir ce que le philosophe Alexandre Kojève avait appelé à l'époque un capitalisme donnant. Donnant. Oui. Ouais. Donc... De redistribution. De redistribution, ouais, voilà, ouais. que ça serait possible d'avoir la démocratie, un enracinement social de la démocratie. Parce que là, moi, je parle pas des élections, là, je parle de la participation, la connaissance d'une certaine égalité, la défense de la liberté, des lieux d'engagement politique réel d'un idéal de démocratie. Dans la société, quoi. Ouais. Le maintien de la propriété privée et donc de l'appropriation privée de la richesse, mais avec des méthodes institutionnelle de confrontation avec cette domination-là de l'argent. Donc, il y avait les syndicats, les tribunaux du logement, il y avait des lieux institués où ceux qui ne possèdent pas pouvaient confronter ceux qui possèdent. C'était un peu ça l'idée. Ou s'organiser hors de cette dynamique-là entre les possédants et les non-possédants. L'antagonisme aussi. Oui, en tout cas, il y avait l'assomption d'une dimension politique, de confrontationnel. La société avait reconnu qu'il y avait un conflit puis avait essayé de le régler. Et donc de rendre possible, c'est le réformisme démocratique, de rendre possible l'accumulation, le capital et une vie humaine décente. Il y a des gens plus à gauche qui vont dire que c'était déjà le verre étant dans la pomme, c'était juste impossible. Moi, je tranche pas ces questions-là dans mon livre. Mais force est de reconnaître qu'à partir du moment où il n'y a plus de communistes à quelque part pour emmerder, à partir de la chute du mur de Berlin, là, il y a eu une sorte de délire qui s'est emparé de l'Occident, qui était de se dire la démocratie, c'est le capitalisme. Et on va exporter le capitalisme en Chine, ils vont devenir démocratiques. Dans le fond, ce qui corrompt les sociétés autoritaires, c'est d'avoir la libre entreprise. Et on a intériorisé cette idée-là complètement farfelue, qui vient d'ailleurs du patronat aux États-Unis, on pourrait faire la généalogie de ça, que la liberté, c'est la concurrence, que la liberté, c'est l'entreprise. Aux États-Unis, où on est assez vite confus intellectuellement, on s'est dit, si la liberté, c'est l'entreprise, les entreprises doivent avoir des droits qui sont les mêmes que les droits des personnes. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on les empêche de participer financièrement aux élections. Et là, il y a toute une partie de l'élite au pouvoir qui a adhéré à cette culture-là, parce qu'il y avait... là, c'est de la sociologie banale. C'était la garantie de leur statut social, la garantie de leur revenu. Mais c'est une sorte de trahison silencieuse des élites. Et moi, ce que j'aimerais que les personnes qui sont pas riches, qui sont pas dans des positions de pouvoir, mais qui ont quand même peuvent encore se faire entendre, parce qu'on est dans des sociétés qui sont malgré tout encore libres, ce que j'aimerais que ces personnes comprennent, c'est que la destruction de ces formes de liberté-là, de l'enracinement social de la démocratie, c'est une malédiction pour elles. Il y a un moment de suspens où on garde notre patrimoine, on garde les bénéfices d'un certain nombre d'acquis. Il y a encore des écoles, il y a encore des systèmes de santé publics qui fonctionnent vaguement. Il y a beaucoup de capital d'accumuler. Il y a beaucoup de... Je lisais récemment qu'on pourrait arrêter de produire des jouets pour enfants, puis il y en aurait encore pour 90 ans pour tous les enfants à venir. Donc, il y a beaucoup de marchandises d'accumuler. Ça peut faire illusion un temps, mais l'extrême droite engendre tout le temps tout ce qu'elle prétend combattre. C'est-à-dire que on n'est jamais plus proche de la fin de la civilisation que quand l'extrême droite est au pouvoir. On n'est jamais plus proche de l'effondrement de l'économie que quand l'extrême droite est au pouvoir. On ne mangeait pas beaucoup de viande sous Franco, puis en 1944, en Allemagne, c'était pas vraiment le plein emploi. On n'est jamais plus proche de l'abrutissement culturel que quand l'extrême droite est au pouvoir. On n'est jamais plus proche que de perdre sa liberté d'expression que quand... Vous voyez,
aux États-Unis, il y a une phrase qui dit « Toute accusation d'un républicain est une confession. » À chaque fois qu'ils vous accusent de quelque chose, ils sont en train de vous dire ce qu'ils vont faire. Et donc, il faut pas... Moi, quand Bardella dit « Je ne suis pas d'extrême droite, mon cœur va à la patrie », mais je sais jamais, ces nationalistes-là, de quoi ils parlent exactement quand ils parlent de la patrie. Hein? J'ai écrit sur Mathieu Bock-Côté, qui sévit chez CNews. Peut-être que vous le suivez pas. J'espère que vous le suivez pas, parce qu'il est vraiment... il est imbuvable. Mais pour lui... En gros, résister à l'avachissement de la civilisation, c'est s'acheter des vestons à 3000 € puis manger de la blanquette de veau. Et c'est même pas une blague, c'est ce qu'il écrit. Et il faut que les personnes qui peuvent être attirées par l'extrême droite parce que ça leur donne le sentiment d'une fête, ça leur donne le sentiment d'une revanche sur leur impuissance, c'est ça que le carnaval permet, hein? Ça leur donne le sentiment que tout d'un coup quelque chose va se passer, que une transgression jouissive. Exactement, et puis je peux comprendre ça, la révolution aussi est une transgression jouissive. Ben voilà. Mais qui il n'y a pas d'autre modèle d'adhésion, voilà. C'est ça le problème. Exactement, c'est ça le problème. Il y en a, mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que c'est pas d'eux dont on parle. Ouais. Et les nationalistes conservateurs ne parlent jamais du pays réel. Hein. Je veux dire, c'est pas... Ils opposent le pays réel au pays juridique comme si c'était deux choses différentes. Ça, c'est vraiment une fadaise intellectuelle pas possible. Mais ils parlent pas de... Moi, au Québec, quand je les entends, je suis sidéré. Ils se promènent pas, ils parlent pas ils vont pas dans les villages, ils vont pas dans les villes, ils parlent pas des écoles. La République, la vie, c'est le bureau de poste, c'est l'école à côté, c'est la crèche. Ils parlent pas de ça, ça les intéresse pas. Ils s'en foutent. Mais non, en vrai, juste pour revenir, peut-être c'est sur la question de désirabilité, que ce qui serait du côté maintenant de l'extrême droite et plus du côté de la gauche. Finalement, est-ce que, et de ce que tu disais aussi sur l'absence de possibilité de confrontation démocratique, justement, enfin, au sein vraiment de la vie ordinaire. Mais peut-être justement, là la question, c'est un peu comment on réussit à la remettre, et la joie et la confrontation. Et quand on voit le 10 septembre, t'étais là cette semaine. Est-ce que l'idée étant pas forcément que ce soit opérationnel plutôt, ou immédiatement efficace, mais est-ce que c'est pas ça? Je sais pas ce que t'en as eu comme sentiment, mais qui est venu qu'on vient chercher. C'est-à-dire d'abord de la manifestation, des formes festives et une forme de confrontation. Mais en France, vous avez quand même la chance d'avoir encore... la journée de cette semaine, mercredi, c'était pas flamboyant. Là, ça n'a peut-être pas été le succès qui était attendu. Peut-être que ça pourrait être une déception, mais vous avez cet élan-là encore. Une sorte de tradition, je sais pas comment... pour vous... même les Gilets jaunes. C'est-à-dire, il y a l'idée d'une révolte citoyenne, c'est une politique, c'est une référence qui a encore un sens. Même si elle opère pas ou elle va de goût, même si elle finit dans des impasses, qu'importe, elle existe. Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas aux États-Unis. Vous voyez, c'est déjà une ressource qui... Chérissez-la. Voilà, pour le peu... même si c'est juste une petite braise, une petite braise de rien du tout. Aux États-Unis, ça a été un peu les révoltes... suite à l'assassinat de George Floyd, ça a été une séquence tout de même insurrectionnelle, tout de même. Oui. Ouais, les Afro-Américains, c'est un cas à part, mais oui, tout à fait. Donc, il existe, sur les droits civiques aux États-Unis, il peut y avoir, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pas anodin parce que c'est quand même central dans le problème des États-Unis. Absolument. Mais après, mais la question est vraiment importante. Il faut avoir des... on peut pas juste être contre l'extrême droite, ça mène nulle part. Il faut désirer quelque chose. Et là, si j'avais la réponse, je écrirais un livre qui dirait voilà, faites ceci, j'ai la recette du gâteau, c'est pas très long, mettez les ingrédients dans l'ordre et ça ira. Je reste optimiste pareil parce que je pense que objectivement, l'extrême droite est incapable de rien instituer. C'est ça le programme, c'est de sortir de toute forme de capacité d'instituer quoi que ce soit. Donc, elle finit toujours par s'autodétruire. Le problème, c'est qu'elle nous détruit en même temps qu'elle s'autodétruit. Donc, il faut essayer de freiner ça.
j'ai toujours bon espoir que des choses désirables apparaissent dans la confrontation politique. Moi, je suis vraiment ouvert au point où on en est rendu. Il faut que je prends tout. Tout ce qui se présente. Une de nos grosses difficultés sociologiques, c'est l'élite. Même l'élite qui a le cœur à gauche, même l'élite qui est attachée à des valeurs humanistes, elle est... son problème, c'est quand la société glisse à l'extrême droite, elle est tellement habituée d'être au centre que l'idée de descendre dans l'arène et de devenir partisane ne lui vient pas. T'sais, laissons de côté la question de l'opportunisme, du statut, de ne pas vouloir avoir de pertes, d'être habitué d'avoir du fric, peu importe. Mais juste, même au niveau de la mentalité, l'idée de rentrer dans une lutte frontale pour sauver des institutions, c'est pas quelque chose qui lui vient naturellement. En Allemagne, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les constitutionnalistes s'étaient dit il faut inventer un droit constitutionnel militant. Parce que la démocratie constitutionnelle est morte parce que les juges, nous, on n'a pas l'idée de devenir politique, de rentrer dans le polémos, de rentrer dans la confrontation. On est comme les gardiens de la norme, de la norme du débat. On n'est pas dans le débat. Mais quand les procédures juridiques ordinaires amènent au pouvoir une force qui veut renverser la norme, qu'est-ce qu'on fait? Il faut la défendre politiquement. Et là, c'est la quadrature du cercle un peu. Et ça, c'est ce qui me fait le plus peur. C'est les patrons, c'est les juristes, c'est les universitaires qui eux, vont se convertir doucement parce qu'ils vont se dire nous, on est juste les gardiens de l'ordre, finalement. Les fameux salauds. Ouais, c'est les salauds, ouais, c'est ça. Et ça, c'est un nœud quand même assez difficile. Je l'ai dit en entrevue cette semaine, mais il y a 2 semaines, Steve Bannon, qui est un ancien conseiller de Donald Trump, qui est une sorte d'agitateur de l'extrême droite américaine, mais qui vient, qui a rencontré Mélanie, qui a rencontré Marine Le Pen. Steve Bannon était là à la télévision publique américaine. C'est pas grand-chose, c'est bon la télévision publique américaine, mais c'est pas aussi important que la télévision publique en Europe. Et il était là à la télévision publique, et là, c'est vraiment, pour prendre le langage des gens de droite, on est chez Woke. Et il a regardé l'animateur dans les yeux, puis il a dit, nous, notre programme, c'est de vous détruire comme élite, les lettrés, les universitaires, les journalistes indépendants, et on va réussir parce que vous êtes trop attachés à votre statut pour vous battre. Et là, c'est comme un showdown dans un village de l'Ouest. Il n'y a pas de place pour nous deux dans le village. Et je vais vous tuer. Mais l'autre est tétanisé, qu'est-ce qu'il fait? Et donc ça, c'est... Mais bon, ça a l'air un peu dramatique, dit comme ça, mais c'est... En même temps, il y a des shutdowns dans les universités récemment. Oui, non, mais c'est ça. Donc, et ces personnes-là ont encore un peu de pouvoir quand même. Ils peuvent faire quelque chose, mais là, il ne faut pas que ça soit à Kamala Harris. Il faut qu'il trouve un peu de carnaval. Se réapproprier le carnaval. Ouais, quoi. Voilà. La subversion un peu.